On commence comme d'habitude avec un rappel. Et ce rappel, ce sera peut-être, si quelqu'un pourrait nous rappeler de quoi on avait parlé la semaine prochaine. Et avant de continuer, je vais demander à Mariam Maïda, je pense que j'ai vu Mariam quelque part, si elle pourrait me former au cas où il y a des écrits dans le chat ou des mails élevés. Quand je vais partager les documents, je vais dire la présentation. Donc, pour le moment, je vois Maman Nassirou, oui. Bonsoir, Monsieur Simon. Bonsoir. Donc, brièvement, la séance passée, nous avons vu évoquer le concept de qualité alimentaire. Dans un premier temps, nous avons procédé à sa définition au sens large et par la suite, nous nous sommes penchés sur le concept de qualité appliqué dans le domaine alimentaire ou plutôt dans l'industrie agroalimentaire. Vous aviez aussi mentionné l'importance des normes dans le processus de maintien de qualité, mais aussi le système HACCP, si je ne me trompe pas. Très bien, ouais. Et l'usage aussi des bonnes pratiques telles que l'élaboration des textes réglementaires en matière de sécurité alimentaire, sur les paquets d'hygiène, par exemple, dans l'Union européenne, dans le Codex aussi, et d'autres référentiels internationaux. Vous aviez aussi fait mention de la loi 27-08 qui s'applique ici au Maroc, avec aussi une certaine nuance, je dirais, par rapport à la différence dans certains pays africains où il n'y a pas encore de texte assez clair sur la sécurité et la qualité, comment dire, dans l'industrie agroalimentaire. Très bien. Je vais m'arrêter là. Certainement, il y a d'autres points encore que je ne me rappelle pas honnêtement. Merci. C'est C'est très bien détaillé. Merci. C'est vraiment très bien. Et justement, dans les pays africains où il n'y a pas les textes réglementaires, ce qu'on utilise, c'est le codex alimentarius, en fait, qui est des recommandations, qui sont les recommandations, au fait, générales, parfois des FAO et des OMS. Donc, dans les pays où il n'y a pas de réglementation, donc, ils demandent en fait directement aux entreprises, ils appliquent en fait les réglementations du codex. C'est d'ailleurs l'intérêt. Et après la discussion, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question s'il y avait des réglementations. Je vous avais dit que j'avais cherché pour le Mali et que je n'avais pas vu. Après, j'ai contacté quelqu'un qui travaille là-bas dans une entreprise agroalimentaire. Il m'a dit évidemment qu'il se réfère au codex alimentarius. Donc, c'est un peu dans ce sens aussi. En tout cas, merci pour le rappel et la synthèse très claire. C'était vraiment bien. J'ai l'impression que tu avais bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres personnes qui veulent ajouter? Bien, en tout cas, merci. Et Maman Nassirou, j'ai pu retenir l'autre partie du temps aujourd'hui. Et c'est pas trop tard. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la suite de la formation la sécurité alimentaire et nutritionnelle en contexte africain. Bon, c'est un peu délicat parce que je me dis que bon, je ne suis pas en train de critiquer ceux qui ont donné le thème, et puis c'est logique. Donc, si on dit sécurité alimentaire et nutritionnelle, si on disait sécurité alimentaire, on aurait pu s'arrêter à ça. Mais bon, le fait de dire nutritionnel, ça montre qu'on veut mettre un peu l'accent sur l'aspect nutritionnel. Donc, c'est important. Mais sinon, la sécurité alimentaire inclut aussi en fait, l'aspect nutritionnel de la chose. Donc, nous allons tout d'abord commencer par définir c'est quoi la sécurité alimentaire. Au fait, durant les échanges des années, des séances passées, tout ce qu'on a eu, on a eu à discuter beaucoup autour de la notion de sécurité sanitaire des aliments, qui est différente de la sécurité alimentaire. Les deux mots se ressemblent tellement que, voilà, en général, on les traite comme des mêmes choses. Mais en effet, la sécurité sanitaire des aliments, et là, c'est pas beaucoup plus de l'aspect, voilà, l'hygiène de l'alimentation, le fait que notre aliment
qui n'y ait pas en fait aucune contamination, qui soit du point de vue toxicologique, microbiologique, et même aussi, même à l'intérieur de l'aliment, au fait, qu'il n'y ait pas eu de réactions qui ont produit des toxines. Parce que dans certains cas aussi, des doses de toxines peuvent être produites dans le métabolisme normal de l'aliment. On peut considérer l'aliment aussi comme un être vivant. Donc, on continue avec cet aspect. Donc, c'est l'aspect le plus connu, en fait, la sécurité sanitaire des aliments. Mais bon, c'est maintenant qui n'est pas le plus connu, mais sur lequel on a beaucoup parlé durant les cours. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aborder l'aspect de, quand on va dire la sécurité alimentaire. C'est quoi la sécurité alimentaire? Donc, peut-être qu'il y a des gens qui veulent donner leur avis. Seront les bienvenus et très bref. Sinon, je continue ainsi. Il n'y a pas de la main levée. Oui, Baba, Kona. Alors, merci pour la parole. Sinon, la sécurité alimentaire désigne le fait que toute une population ait accès donc à une nutrition de qualité qui va permettre de pouvoir satisfaire les besoins nutritionnels, de ne pas manquer de la nourriture à un moment donné de sa vie, quoi. Très bien pour la définition. En tout cas, elle est complète, hein, on va dire. Très, très intéressant. Et c'est exactement ça. Il faut avoir un aliment sain en quantité suffisante et nutritive. Au fait, vous allez voir quand on parle de la sécurité alimentaire, la notion d'aliments sains, ça parle au fait ici de l'aliment, de l'aspect sécurité sanitaire. L'aliment ne doit pas être contaminé, il ne doit rien contenir de nocif pour l'homme. Donc, question santé, il doit être un aliment sobre. Maintenant, après, si on revient au niveau de quantité aussi, ça doit tenir le coup et nutritif. Et l'aspect nutritif aussi de la nourriture aussi est important. Ça doit apporter les nutriments en fait nécessaires pour la santé de la personne. Et du coup, cet aliment sain doit être disponible au fait pour tout le monde, comme il l'a dit, pour la population, pour l'ensemble des individus au fait. Et parfois, la sécurité alimentaire, c'est plutôt une notion abordée parfois à l'échelle d'un pays, la sécurité alimentaire au Mali, la sécurité alimentaire au Gabon, en France, en Chine et au Maroc. Donc, c'est parfois même la politique de l'État. Et donc, quand on parle de la disponibilité, l'aliment doit être disponible, mais aussi accessible. Vous savez, il peut y avoir des aliments ici au Maroc, mais quelqu'un n'a pas les moyens d'avoir cet aliment. Donc, la disponibilité implique au fait une certaine culture, l'agriculture dans les pays, mais aussi parfois l'importation des aliments, donc pour qu'ils soient disponibles et accessibles physiquement, mais aussi économiquement. Parce que, voilà, si les aliments sont là, mais sont inaccessibles et pour les gens financièrement, c'est pas du tout, on ne peut pas parler de sécurité alimentaire. Et après aussi, il y a l'utilisation, la pratique de l'aliment, comment ils mangent et tout. Et un peu l'aspect stabilité dans le temps, comme il a dit, pendant toute leur vie, s'il y a des problèmes de climat, s'il y a aussi des guerres, aucune idée, ça peut créer une insécurité alimentaire. Donc, vous comprendrez, donc, on va essayer de donner la définition de FAO, il dit que la sécurité alimentaire est atteinte lorsque tous les individus, à tout moment, ont un accès physique, social, économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques pour mener une vie active et en bonne santé. Donc, c'est beaucoup vraiment l'accès et l'aliment doit être disponible. Voilà, s'il n'y a pas d'aliment, même si c'est l'argent, ça ne sert à rien. Mais en même temps, l'aliment doit être accessible. Donc, vous voyez que l'aspect de sécurité alimentaire va faire venir en fait le côté économique de la chose. Mais puisque la question se base quand même sur notre thématique aujourd'hui, on va parler sur la sécurité alimentaire et aussi nutritionnelle. On va essayer de faire un petit tour de nutrition avant de revenir sur la question même de sécurité alimentaire et nutrition et dans le nutritionnel dans le contexte africain.
Donc, on va faire un petit tour, une petite, voilà, mise à jour peut-être pour d'autres, mais rappel ou introduction en matière de nutrition. Donc, ici, on va se poser la question sur le besoin nutritionnel. Parce que si on dit nutrition, je sais qu'on va dire qu'il faut que l'aliment soit nutritif. C'est ce qu'on a dit, nutritif, c'est ce qu'on a dit tout de suite. Maintenant, c'est quoi les besoins nutritionnels? Est-ce que, voilà, si on pose des questions aux gens, peut-être que pour vous, c'est si évident parce qu'on a l'habitude de manger normalement sans problème. Mais en bref, ce qu'on doit essayer de retenir, c'est que notre organisme, pour fonctionner, on a besoin d'énergie. Déjà, pour juste le métabolisme de l'organisme, on a besoin d'énergie. Et aussi, pour grandir, pour la croissance, pour le renouvellement même des certaines parties, je ne sais pas si je veux dire, des cellules de l'organisme. Donc, pour le renouvellement et maintenir l'organisme propre et tout. Donc, on a besoin d'énergie, l'homéostasie, tout ce qui est aspect physiologique. Et après, dans nos différentes activités physiques ou même autres activités, on a besoin d'énergie. Et donc, cela est apporté par la nourriture. Mais bon, il n'y a pas que l'énergie parce que même dans le métabolisme, le processus de fonctionnement de l'organisme, il y a certaines molécules de fait qui sont nécessaires. Et ces autres nutriments aussi sont indispensables pour le fonctionnement. Donc, par exemple, toutes les molécules comme les lipides, les sucres, les glucides, vous avez peut-être entendu parler des 3 nutriments principaux. Donc, on les appelle carrément des nutriments banals parce que quand tu n'as pas mangé du sucre et que tu as mangé de quelque chose de gras, parfois l'organisme trouve des moyens de remplacer le sucre, même si le sucre est la chose la plus recommandée, on verra par la suite ça. Mais ils sont remplaçables, tout simplement. Et on peut les remplacer. Et après, il y a les nutriments essentiels aussi, qui sont positifs. Parfois, ce sont des précurseurs de production, mais ils sont aussi remplaçables aussi. Je vais vous donner un exemple, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Donc, il y a des nutriments qui sont nécessaires, mais ils sont là aussi pour la synthèse d'autres molécules. C'est ce qui veut dire que si tu apportes cette molécule directement dans l'alimentation, ils ne sont pas nécessaires. Ils sont essentiels, ils ont une relation ou corrélation positive. C'est-à-dire que si quelqu'un les consomme, on va remarquer qu'il est bien en bonne santé. Mais si la personne ne consomme pas, on va remarquer que c'est l'effet négatif. Mais bon, il peut le remplacer par quelque chose quand même. Aussi. Mais il y a des nutriments aussi qui sont indispensables. Ça, c'est en général, même au départ, la définition des vitamines, en fait. Ce sont des molécules essentielles pour le métabolisme de l'organisme, pour le fonctionnement de l'organisme, mais qui ne sont amenées autrement que par l'alimentation. Donc, en fait, le concept des besoins et nutritionnels, même parfois, vient ici, le caractère est indispensable de l'aliment. Du nutriment, voilà, pas de l'aliment, c'est du nutriment. Donc, de la molécule apportée dans la nourriture, ça peut être la vitamine A ici qui sont indispensables, la vitamine A, la vitamine B, C, qui sont apportés par la nourriture. Donc, c'est vrai que la vitamine D, même s'ils sont produits parfois dans l'organisme, ils sont produits en quantité insuffisante, effectivement. Donc, il faut qu'il y ait l'apport de la nourriture. Donc, pour que notre corps fonctionne bien, on a besoin vraiment de certains nutriments et qu'on ne peut avoir qu'en mangeant, tout simplement. Et si j'essaie de simplifier l'affaire et parler clairement. Donc, il y a certaines molécules que notre corps a besoin en fait, pour fonctionner normalement et on ne peut les avoir qu'en mangeant de la nourriture. Et on est sur la même longueur d'onde, je ne vous ai pas assommé. Ou bien c'est clair ou il y a des questions? Oui, c'est clair. Merci. Merci. Donc, on va continuer un peu dans ce sens. Et au fait, sur la question des besoins nutritionnels, vous voyez, ici, je pars un peu du point de vue moléculaire, mais je ne vais pas trop durer parce que je trouve que ça peut être difficile à appliquer, même pour les spécialistes du domaine, hein, les approches qui sont là. Ah non, on va dire qu'une personne apporte bien tous les nutriments indispensables s'il ne présente pas de carences, les carences qui sont en fait des symptômes des maladies
causée au fait par un apport insuffisant d'un nutriment indispensable. Donc, et ce sont des approches qui ne sont vraiment pas toujours OK, mais bon, j'ai quand même décidé de montrer un des exemples quand même, l'apport nutritionnel conseillé. Ici, par exemple, on va étudier sur une grande population. En fait, on va leur apporter le nutriment à manger et puis on va essayer de suivre s'il y a des pertes et des dégagements de nutriments en fait, dans l'organisme. Et l'organisme dégage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pertes, ça veut dire qu'il y a des libérations au niveau des selles, je vais utiliser le mot sel, et au niveau de l'urine, au niveau de la respiration, même de l'air expiré, et même au niveau parfois de la sueur. Donc, s'il y a une perte de nutriments, ils vont essayer de réduire la dose jusqu'au moment où, voilà, il n'y a pas eu de perte. C'est cette dose-là qu'on va considérer comme l'apport nutritionnel conseillé, mais en ajoutant en fait une certaine marge. Je ne vais pas donner de prix sur la marge, il y a juste une marge quand même. Ils vont dire que si tu es en dessous de cette marge, donc tu peux être en carence. Mais si tu veux être sûr d'être en bonne santé, soit de l'autre côté de la marge. Mais la médiane, c'est là. Bon, en bref, c'est juste une méthode, mais vous comprendrez, c'est fait sur un échantillon. Et parfois, c'est une population bien définie. Ça peut être que pour les enfants, que pour les adultes, que pour les femmes enceintes, que pour... Donc, en matière de nutrition, c'est caractère influence. Donc, l'apport nutritionnel conseillé est une approche plutôt intéressante. Mais bon, je vous l'ai dit, hein, c'était juste à titre de culture générale, mais pas vraiment quelque chose que je trouve peut-être à ne pas discuter maintenant. L'essentiel, c'est de comprendre ici qu'il y a les vitamines et parfois certaines huiles essentielles donc sont nécessaires au fait et qu'on doit les apporter obligatoirement et par l'alimentation. Et voilà, comprendre cela, bon, la quantité que tu dois apporter, à quelle dose, c'est très pointu. Et les approches scientifiques, peut-être que les spécialistes des médecins pourront donner. Et ça dépendra toujours quand même de la personne aussi, de sa culture, de l'alimentation, de son contexte, de ses activités même parfois. Donc ici même aussi, je parlais de l'aspect énergétique. Et par exemple, aussi, notre corps fonctionne avec de l'énergie, comme je l'avais signalé. J'ai dit qu'ils sont banals parce qu'ils sont remplaçables, mais pour un fonctionnement normal et pour faciliter les choses à l'organisme, il serait bien de manger beaucoup de glucides. Donc, les gens, pour faciliter parfois, c'est ce qu'on a l'habitude de dire les sucres. Même si les sucres, ce sont normalement vraiment les sucres rapides et tout. Mais en tout cas, c'est tout ce qui peut produire du sucre dans le corps. On va dire comme ça. Et de l'autre côté ici, voilà, ce sont des protéines, on doit en apporter aussi, et des lipides, de la matière grasse. Parfois, on dit que c'est pas bien de manger des matières grasses et tout. Mais voilà, il y a certaines vitamines qui viennent de là et aussi même certaines huiles essentielles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme. Je pense qu'il y avait des pêcheurs qui étaient allés sur la mer sans rien manger. Après, ils ont eu des carences en oméga 3. C'est un exemple très, très fréquent qu'on raconte aux gens quand on veut vous initier à tout ce qui est vitamine, du fait que le corps ne peut pas synthétiser certaines choses. Donc, quand ils étaient allés sur la mer, ils n'ont pas mangé pendant un très bon moment, en fait. Je pense qu'ils ont mangé que du riz. En tout cas, et après, il y avait des vitamines, des carences de vitamines qui commençaient à se manifester. Mais quand ils sont revenus, ils ont commencé à bien manger comme tout le monde. C'est un peu comme ça. Et après, ce que je disais, au fait, ces besoins énergétiques, j'ai dit qu'il doit être réparti entre les protéines à ces doses, 50%, 35%, 15%. Par exemple, pour l'enfant, il ne demande pas beaucoup en matière d'énergie par rapport à la femme adulte. L'homme adulte demande beaucoup. Il faut dire que vraiment le corps de l'homme est fait pour qu'il ait toujours besoin de beaucoup plus d'énergie en matière pour le fonctionnement de son corps. Donc, c'est pourquoi je disais que c'est très compliqué, ces genres d'équilibre. Et aussi quelque chose que je vais mentionner au niveau des protéines ici. D'habitude, nous sommes dans un monde où on fait l'apologie, on encourage à être végétarien et tout. Mais en matière de nutrition, c'est plutôt conseillé de partager en fait, l'apport protéinique entre les produits d'origine animale et les produits d'origine végétale.
Donc, il ne faut pas être végétarien, tout simplement. Voilà. Il faut essayer d'équilibrer. Il ne faut pas manger que de la viande parce que ça peut t'apporter un excès de graisse. Mais il ne faut pas manger que des végétaux parce que ça peut te faire manquer en fer et aussi même en protéines. Donc, j'ai mis ici ces valeurs, c'est juste pour avoir une idée et comprendre que, voilà, d'une personne à une autre, et en fonction du métabolisme, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, et même en fonction de l'activité qu'on fait, notre travail, notre mode de vie, en fait, notre besoin énergétique va changer en fonction de ça. C'est pas un peu facile, mais bon, c'est bien, on peut faire des études pour vous, des cas spécifiques pour vous donner toutes les niches, mais on comprendrait que même la culture qu'on a aussi influence les choses, parce que on ne mangera pas les mêmes aliments. Donc, après, ici, ce côté des besoins nutritionnels, j'ai trouvé cette partie très compliquée, même si je trouve qu'elle est assez abordable. Mais voilà. Nous allons continuer avec l'équilibre nutritionnel. Et peut-être que dans le chat, certaines personnes pourraient me dire quels sont les différents groupes d'aliments qu'ils connaissent. Pas forcément dans le chat, même me dire aussi quels sont les différents groupes d'aliments. Bien, c'est pas grave. Différents groupes d'aliments de façon simple. Il y a 7. Il y a les céréales et les féculents. Bon, je suppose que ce sont les légumineuses. Et après, ici, il y a les fruits et les légumes qui sont importants. Les produits laitiers équivalents, bon, le lait, tout ce qui est produits laitiers. Les viandes, poissons et œufs. Voilà, presque les aliments. Les aliments. Et après, la matière grasse, c'est les huiles végétales essentielles. Par la suite, les produits sucrés, ils sont les sucrés issus de la transformation. Je ne le mettrai pas, c'est certainement. Mais après, il y a les boissons aussi. En bref, il y a 4 groupes d'aliments. Et je dis 4, 7. 7 groupes d'aliments. J'ai parlé de la complexité, au fait. Et juste en haut, d'avoir un équilibre nutritionnel. Parce que ce que j'ai essayé de dire déjà, c'était pour un exemple d'un surnutriment. Par exemple, pour avoir un accès suffisant à faire des besoins d'une femme, mais ce ne sera pas la même chose pour un homme, ça dépendra de l'âge, de beaucoup de choses. Maintenant, imagine maintenant l'ensemble des nutriments, ça va être compliqué. Et puis, il n'y a pas un aliment, en fait, qui va donner l'ensemble des nutriments à un corps. Donc, à part le lait maternel, à ce que je sache, on ne prend plus le lait maternel depuis des années. Donc, et il faudrait donc, je vais peut-être revenir, c'est ce que j'avais dit la semaine passée, je vais dire qu'il faut être sûr quand même que tout ce qui est nutrition, il faut juste diversifier. C'est ça. Donc, il faut s'assurer que dans notre régime alimentaire, qu'on ait une représentation en fait de 7 groupes d'aliments. Et j'ai dit ça pour vous, mais pour tout le monde, parce que ça paraît aussi simple. Il y a la représentation de 7 groupes d'aliments, mais il y a aussi même les quantités qu'on apporte dans chaque groupe alimentaire. Il ne s'agit pas de manger, par exemple, que de viande, poisson, œufs, que de viande, poisson, œufs. Il ne s'agit pas que de ça. Il ne s'agit pas non plus que de manger que des céréales, féculents, et une grande quantité, de manger des petits fruits et tout. Donc, chaque chose doit être apportée aussi à une proportion bien définie, en fait, ce qui permettra en matière d'équilibre nutritionnel de l'homme. Et j'ai envie de dire, donc, c'est compliqué parce qu'à la base, chacun a sa culture. Hein. Mais en même temps, je pense que dans nos différentes cultures, il y a plusieurs manières quand même de faire un série et d'avoir un bon nutritionnel adéquat. Donc, on va essayer de donner un peu comment ça se présente normalement. C'est un peu la pyramide. Au fait, c'est l'eau et les boissons sucrées qui est en bas. On peut boire l'eau à volonté, voilà. Tant que vous avez soif, buvez, il n'y a aucun souci. Buvez, c'est très bien, c'est conseillé, c'est bon. Mais par contre, du moment où vous commencez à arriver vers les boissons sucrées, bon, les boissons non sucrées, vous pouvez les boire à volonté en fait. C'est ça la question. Donc, parce que les boissons sucrées sont en haut, mais c'est elles qu'il faut doser, il faut aller, il ne faut pas exagérer avec la quantité. Et après, ici, vous avez les fruits et
et légumes. Ils sont là, donc vous pouvez aussi manger. Donc, c'est la formule magique. Bon, c'est 3 portions de légumes, de fruits, bon, de 10 fruits par jour. Mais ici, c'est un peu ça. Donc, il vient après. Et après, les féculents, tout ce qui concerne, voilà, les céréales et les féculents. D'ailleurs, dans notre culture, c'est ici que les gens mangent beaucoup. Peut-être ceux qui sont dans le pays, c'est beaucoup plus de riz, c'est beaucoup plus du pain. Parfois, tout ça, les fruits et tout, ils ne sont même pas dans le régime alimentaire. Donc, envie de dire, dans l'essence des choses, c'est mieux d'équilibrer. Et après aussi, les produits laitiers, c'est aussi conseillé de les avoir dans notre régime. Donc, j'ai envie de dire que parfois, même par jour, c'est mieux d'avoir au moins trois des groupes. Quoi. Et puis, bon, l'eau, on sait qu'on a. Et après, il faut au moins se combiner le fruit et tout. Mais parfois, quand même, dans notre. Même si on n'est pas très conscient, parce que quand vous faites les omelettes à la maison, vous utilisez 2 groupes. Vous mettez les œufs, vous mettez un peu de. Vous utilisez les céréales. Et après, si vous avez été assez gentil, pas trop économique, vous pouvez mettre beaucoup de légumes dedans. Vous voyez, ça devient assez équilibré. Mais en bref, je vous donne des astuces étudiants, puisqu'on est tous dans la même situation. Donc, en bref, c'est ça, en fait, cette pyramide donne un peu la base des choses qu'on peut prendre en grande quantité et celles qu'il faut vraiment négliger. Tout ce qui est produits sucrés, des boissons sucrées, même aussi alcoolisées, il faut aller, c'est en haut de la pyramide, il faut doser. Mais ceci étant dit, c'est important. C'est pas dire que non, c'est important, mais il faut vraiment diminuer la dose et l'apport. Donc, en vrai, il y a aussi un exemple de régime que les gens donnent, c'est pas on dit le régime méditerranéen. C'est une culture, ils avaient un régime qui est vraiment superposable à celui-ci. Je n'ai pas voulu le mettre ici. Parfois même, il y a des logiciels qu'on utilise pour essayer de voir si notre régime à nous est plus proche de ce régime, pour essayer de voir si on doit s'améliorer ou pas, parce que l'expérience et les études ont montré que les gens là-bas avaient une bonne santé. Parce que l'aliment aussi, ça donne une santé non seulement physique, mais aussi mentale, et même aussi une espérance de vie plus élevée. Il y a beaucoup de choses quand même au niveau de l'alimentation. Parfois, nos humeurs même, c'est peut-être parce qu'on n'a pas mangé un très bon plat. Bref. Donc, c'est ce côté, hein, je pense que c'est l'ensemble de tout ce qui est un peu nutrition que je voulais qu'on comprenne ensemble et peut-être tirer nos différentes leçons et être culturés là-dessus avant de continuer sur l'aspect sécurité alimentaire et nutritionnelle. Maintenant, vous savez que, voilà, on doit manger, normalement on doit manger, comment normalement les choses doivent se passer. Quand on va vous dire que, par exemple, quand nous allons parler de la situation des peut-être mauvaises nutrition en Afrique, ou voilà, l'insécurité alimentaire en Afrique, vous pouvez comprendre de quoi il s'agit globalement. Parfois, il s'agit juste du fait que les gens n'ont pas accès peut-être à un seul groupe d'aliments, en général les céréales, et un deuxième peut-être quelques légumes pour faire une sauce. C'est juste ça. Et en tout cas, il y a un peu de déséquilibre. Les gens n'apportent pas beaucoup de. Parfois, c'est vraiment par manque de moyens. Ils n'ont pas assez de moyens pour se faire une alimentation équilibrée de tous les 7 groupes pour permettre l'apport de tous les nutriments dont j'ai mentionné en haut, en fait, parfois qui sont indispensables pour un bon fonctionnement de l'organisme. Parfois, ils ont ça en juste une petite quantité. Et ça affecte vraiment le fait. Parfois, si tu n'as pas de carence, dans les pays, parfois, vous allez voir qu'il y a des taux d'anémie qui sont plus élevés. Ça donne en fait une idée sur le régime alimentaire dans la culture du pays. Et il y a d'autres cas. Par exemple, au Maroc, les sels qui est utilisé, l'État prend des dispositions en fait pour isoler les sels parce que voilà, dans l'alimentation, c'est pas assez à faire. Donc, ils ajoutent ça dans les sels pour que les gens n'aient pas cette carence-là. Nous allons continuer. Maintenant, la question de la sécurité
alimentaire en contexte africain. Donc, quand on parle de sécurité alimentaire, je vous ai dit, c'est pas du tout dissociable de la sécurité nutritionnelle. En fait. Quelqu'un qui, on va dire que la sécurité alimentaire est assurée quand les gens auront bien mangé. Ils ont l'alimentation qui est propre et qui est aussi nutritif pour eux, pour les maintenir en bonne santé, sans problème, sans carence, sans rien. Et même pour l'être socialement, hein, de faire même de bien manger en famille, tranquille, dans notre culture. Et tous ces paramètres, l'accès financier, tout ça, ça fait partie de la sécurité alimentaire. Je me répète, mais c'est important. Donc, ici, c'est par exemple, la prospection de FAO et l'Organisation mondiale d'agriculture et d'alimentation, qui ont fait ce rapport-là, 2024, pour montrer un peu la situation de la faim dans le monde. Parfois, l'insécurité alimentaire qui est très grave, les gens n'ont pas du tout accès à l'alimentation. L'insécurité alimentaire modérée, mais bon, grave, non modérée, mais la plupart des fois ici, c'est sur des problèmes nutritionnels. Ils mangent de façon déséquilibrée et tout ça cause des problèmes de santé générale. Et aussi même des mauvaises productivités. On n'est pas assez productif parfois parce qu'on n'a pas bien mangé. Et c'est un problème que je vous disais qui est assez global. En fait. Donc, dans le monde, vous allez voir que, par exemple, ici, on a 2 milliards de personnes qui sont affectées par l'insécurité alimentaire. Voilà, modérée. Peut-être qu'ils nous comptent tous dedans. Et après, il y a l'insécurité aussi grave, le fait qu'il concerne les 864. C'est des cas vraiment graves, peut-être qui passent à la télé. Et comme on est dans le cas de l'Afrique, avec une population aux alentours de 1,5 million, 1,5 milliard plutôt de personnes, nous allons avoir presque plus de la moitié qui sont concernés par l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi je disais que nous comptons dedans tous. À cause parfois de mauvaise alimentation. Et cette mauvaise alimentation n'est pas du tout un choix. Parfois, c'est vraiment des raisons économiques. On ne peut pas se permettre d'acheter tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Et après, il y a aussi des cas très graves, en fait, où il n'y a pas de besoins. Donc, et globalement, vous pouvez voir un peu la situation dans le monde, en Afrique, un peu en Asie, ce sont les cas les plus compliqués. Mais bon, dans les pays comme l'Europe et tout, l'effet n'est pas si grand quand même. Donc, ici, c'est un peu pour avoir une idée sur le contexte actuel de la chose, de comment ça fonctionne, comment est l'état actuel et de l'insécurité dans le monde aussi, en particulier en Afrique. Et nous allons parcourir très bien ces rapports. Même en Afrique, ce n'est pas du tout la même chose partout. Il y a toujours dans le monde, dans les autres zones, mais bon, on va se concentrer ici en Afrique. Et l'Afrique, voilà, la moyenne de taux de pourcentage en fait, de l'insécurité alimentaire, des gens concernés par l'insécurité alimentaire, le pourcentage de la population, c'est autour de ici des 20%. Ça tourne de 15%. C'est l'évolution même sur les dernières années. Et il note qu'il n'y a pas eu une grande évolution, c'est plutôt même en augmentation de pourcentage. Et après, les régions de l'Afrique qui sont les plus concernées, où l'effet est un plus grand, c'est l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, qui est même au-dessus, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Ensuite, en bas, ici, on a l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et après, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, je pense que là-bas, c'est mieux. Ça suit un peu les normes en fait, dans le monde généralement. C'est un peu l'Afrique de l'Ouest, c'est légèrement supérieur, mais je trouve que les zones dans l'Afrique de l'Est, c'est un peu plus accentué. Donc, au fait, vous allez comprendre, je ne pense pas que je le mentionne, peut-être demain. Mais cette situation aussi est liée au fait à généralement l'insécurité et même politique et tout ce qu'il y a. Les crises politiques, les guerres, tout ça en fait, ça a une répercussion sur
Et c'est un peu dommage de dire, mais l'aliment, c'est quand même le besoin basique en fait, pour rester en vie, comme on vient de le voir. Si on n'a pas accès aux nutriments, c'est fini. Mais c'est quand même de l'insécurité au fait de rester vivre, l'insécurité d'avoir le nécessaire. C'est une situation délicate, évidemment. C'est vraiment délicate et je ne sais pas si nous aurons le temps. Peut-être que si j'ai l'occasion, je vous écouterai, que vous donniez vos avis dessus. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? C'est la dernière séance, je me dis qu'on pourrait en discuter. Et si vous avez des idées, vous pouvez les noter à côté. Et voilà. Donc, après, nous allons continuer quand même toujours sur le contexte africain. Ici, au fait, quand j'ai lu c'est même à la fin énervant parfois, qu'on n'a pas beaucoup de nourriture. Je vais tout faire ça. On n'a pas beaucoup de nourriture, mais quand il s'agit des taux d'obésité, au fait, nos pays ont un taux de croissance plus élevé. Ça veut dire que le nombre de personnes qui deviennent obèses par année augmente. En fait, les taux là augmentent beaucoup plus chez nous que dans les pays développés. Vous voyez, en même temps qu'il y a plus de faim, il y a un temps plus de taux d'obésité augmente. C'est un problème, mais en matière de nombre d'obèses, on est en dessous quand même de ce qui est dans le monde, en pourcentage de 10 à 20%. Mais chez nous aussi, ça augmente, en fait. C'est ça le problème. Et notre taux de croissance est supérieur à celle qui est un peu au niveau. Et voilà. C'est plutôt un problème. Et c'est à peu près la même chose pour tous les autres indicateurs de malnutrition. L'obésité, c'est un problème de malnutrition. Mais bon, c'est trop simple aussi quand même de le calculer comme ça aussi, parce qu'il y a des aspects génétiques que je trouve qu'il est important à ne pas négliger. Et puis, il ne s'agit pas aussi d'exagérer avec une forme de squelette bien définie, de minceur. Nutritionnellement, ce n'est pas conseillé toujours ce que font les filles. Hein. Elles essayent de faire tout pour maigrir, d'avoir une forme. Parfois, nutritionnellement, ce n'est pas conseillé. Et voilà. Mais il y a pas l'idéal minceur, c'est un problème. Quoi. Donc, bref, c'est parfois, ce sont les stéréotypes de la société. Mais il s'agit d'éviter aussi. C'est pourquoi il y a toujours l'affaire des balances que je vais préciser le fait ici et de l'autre côté en parlant des besoins énergétiques. Parce que si on en fait trop en matière de besoins énergétiques et qu'on a trop plus que ce qu'on a besoin, ça a des répercussions. En fait. Ça cause de l'obésité. Je n'ai pas voulu trop développer tout ce qu'on peut appeler les maladies de la civilisation, les AVC qu'on pourrait avoir, l'histoire de l'hypertension. Et on passe par le fait parfois qu'on apporte assez de nutriments et qu'on fait moins de sport, moins d'activité physique. Parfois, nos ancêtres ne faisaient pas de sport, mais dans leur mode de vie, en fait, il y avait l'activité physique, beaucoup de marches, beaucoup de travaux manuels, mais maintenant, le mode de vie a changé. En fait. Et il faut peut-être adapter en fait, notre mode d'alimentation et aussi adapter notre mode de vie aussi. Parce qu'il faut au minimum faire 30 minutes d'activité, de marche par jour pour maintenir un corps en bonne santé. Donc, ici, j'ai parlé de l'insuffisance pontérale. Ça veut dire qu'il y a les enfants qui naissent au fait avec un poids en dessous de la moyenne pour un bébé. Donc, ça concerne dans notre zone presque plus de 15% des enfants qui naissent. Mais ici, on est quand même au-dessus encore des pays développés parce qu'ici, je nous mets tous dans les pays en voie de développement. Mais après, vous savez, ici, là où il y a les petits points en haut, là, c'est pour les pays en voie de développement. Les pays développés ici, c'est en bas. Ou carrément, c'est le monde. Oui, c'est le monde. Donc, c'est les pays moins avancés, je ne suis pas d'accord avec le terme, mais c'est le FAO qui est utilisé. Les pays en voie de développement et le monde ici. Donc, il faut voir ici. Et malheureusement, on est quand même encore au-dessus ici par rapport à la moyenne générale chez les autres pays en voie de développement. Bon, j'ai vu s'il me met dans les pays en voie de développement parce que je connais la situation du Mali. Mais voilà, si votre pays est développé, il faut le mettre au niveau du monde et le repérer dans cette moyenne-là. Donc, ce sont des cas où même, bon, l'allaitement exclusif, en 6 mois, on peut féliciter un peu nos pays parce qu'on est
on suit ça. Et ici, par exemple, vous voyez qu'ils sont en moins. Vous voyez, parfois, ça vous permet à partir de d'avoir une idée en fait, sur la situation pour le moment. Parce que la plupart des gens qui sont ici, parfois, ils travaillent quand ils ont des enfants, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre 6 mois pour le boulot, même si c'est bon pour la santé. Parfois. Mais chez nous, au moins, parfois, c'est bon côté ici. Et les femmes sont parfois à la maison, elles travaillent à la maison, tout simplement. Du coup, elles peuvent donner voilà, du lait maternel aux enfants. Ce qui est vraiment important aussi. Je ne sais pas si je vais aborder tous les différents points qu'on a ici. Aussi l'anémie, où on est aussi un peu en haut parce que les gens n'ont pas de. Ça concerne beaucoup plus les femmes, ici en tout cas. Et je pense que je vais mentionner ça. Tu sais que le taux de fer et les besoins chez les femmes sont plus élevés que chez les hommes. Donc ici, ils sont concentrés uniquement sur les femmes. Donc on peut voir qu'ils ont ici presque 40% de la population dans les pays en voie de développement ont ce problème d'anémie. Et parfois, c'est pas bien, ça cause facilement des fatigues très énormes, on n'est pas assez productif. Et quand tu es étudiant, tu ne peux pas apprendre beaucoup, sinon ça affecte en fait. Et parfois, c'est subtil, en fait. Vous pouvez même ne pas savoir que vous en avez. Vous comprenez? Donc, le mode nutritionnel, manger beaucoup de lentilles, c'est très important dans ce sens, même parfois. Et diversifier l'alimentation. Oui, la diversifier les femmes enceintes, exactement. C'est très, très bien. Donc, voilà, je pense que c'est même les enfants qui deviennent aussi obèses. C'est plus élevé chez les autres pays que chez nous. Et voilà, mais bon, à ce niveau, je trouve que ça va mieux. Même si on va dire que chez nous, toujours le taux de croissance est légèrement supérieur. Le taux de croissance, ça veut dire que chaque année, le pourcentage de l'augmentation, en fait, on note chez nous. Et ici, ce taux de croissance est plus élevé. C'est pas bon. Il faut arriver à réduire plutôt. Donc, je pense que ce sont les différents points qu'on va aborder sur tout ce qui est contexte de sécurité alimentaire en Afrique et nutritionnelle en même temps, après avoir parcouru tout de même tout ce qui concerne la sécurité alimentaire. Je vais vous laisser quand même quelques minutes, je ne sais pas, 2 ou 5 minutes de réflexion. Et ensuite, vous me direz, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on peut résoudre de cette situation? On va avoir un petit moment d'échange tout simplement. Je vais pour le moment partager mon écran, je reviendrai. Et on va échanger un peu. Si vous avez des propositions, des questions, réfléchissez un peu dans 2 minutes. Alors, pardon, il y a la petite revient. Mais bon, je reprends dans 2 minutes. Quoi. Donc, réfléchissez un peu, peut-être nous dire quelques idées, et puis on va échanger.
au fait, ici, on va après discuter, au fait, l'avis je vais dire, la proposition des FAO par rapport à la situation. Donc, je vais quand même avoir votre différentes. Donc, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a des mains levées? Il y a Lienda, vous avez la parole. J'avais une question quand tu avais commencé là. Oui. Bon, c'est pas ces deux questions, mais c'est aussi une question, bref. C'était de savoir, on sait tous que les aliments proviennent du sol. Et on remarque ces dernières années, il y a beaucoup de pollution, ou on va dire une pollution excessive de la planète et tout. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que dans un futur très lointain, hein, je suppose, est-ce qu'on pourrait résoudre le problème d'insécurité alimentaire? Et aussi, peut-être vers la fin, si tu pourrais nous dire s'il y a des actions qui sont menées concrètement sur notre continent pour résoudre le problème d'insécurité alimentaire. C'était ça. D'accord. Bon, justement, parce que tu dis qu'il y a la pollution, c'est pourquoi les discussions sont vu qu'il y a la pollution qui va faire normalement faire baisser la productivité, si je comprends la question. Est-ce que c'est possible finalement dans le futur de résoudre? Ça fait partie des objectifs, au fait, comme on appelle. Et il y a les différents objectifs, je pense, de l'OMS, de l'ONU plutôt, carrément, de bannir la faim dans le monde. Donc, ils essaient chaque année de tout pousser dans une perspective, je pense même de 2050. Je dois vérifier ce date pour bannir la faim carrément. Donc, c'est un objectif en tout cas qui est là par l'ONU, qui est les Nations Unies, qui essaie de bannir la faim dans le monde et la pauvreté. Mais évidemment, c'est quelque chose de compliqué. Maintenant, si tu me demandes mon avis à moi, est-ce que c'est possible? Oui, je crois. Je pense que c'est possible. Et je pense que, bon, certaines c'est ça. Je pense que quand on est plus ou moins, on est scientifique et la plupart du temps, on n'est pas dans l'aspect impossible des choses. On pense qu'on croit et on raisonne, on trouve qu'il y a toujours une possibilité. Évidemment, elle est compliquée à mettre en place parfois, et difficile aussi. Comme je vous ai dit, mais pour parler d'enlever l'insécurité alimentaire, il faut s'assurer que tout le monde soit développé, que chacun ait un travail qui lui permette d'assurer effectivement une alimentation accessible. Et de l'autre côté aussi, par rapport au sol, je trouve que ce côté est même plus facilement résolvable que l'aspect développement économique, parce qu'au niveau du sol, toujours il y a des études toujours en cours qui essaient de résoudre le problème technique, d'augmenter la productivité du sol. Il y a plusieurs méthodes de culture aussi hors sol actuellement. Et il y a ça c'est l'aspect technique qui n'est pas trop mon domaine, mais je pense qu'il y a beaucoup d'avancées qui pourraient permettre de résoudre la productivité. Après, la question serait toujours, même si on a eu un produit au fait, et qu'il n'y a pas de gens pour acheter parce qu'ils n'ont pas de moyens, c'est ça le problème. Et résoudre au fait les situations politique du développement en fait, qui est, je trouve, qui est vraiment un défi. Et sur la question, s'il y a des gens qui ont des propositions, oui, il y a des gens qui ont fait des propositions. Oui, ici, Maman Nassiri. Oui, monsieur Simon. C'est juste trois idées que je voudrais évoquer. Mais je tends la perche toujours. Hein. Je n'ai pas, comment dire, la certitude. On pourra en discuter par la suite. Bon, la première idée, il s'agit surtout pour peut-être, je me dis, arriver à bout de l'insécurité alimentaire. Quand je regarde, par exemple, en Afrique, on a un potentiel en termes de terres arables qui est assez exceptionnel.
J'ai vraiment oublié la statistique, mais l'Afrique quand même fait partie des continents qui ont beaucoup de terres et de ressources hydriques, beaucoup de terres arables. Ouais. C'est assez paradoxal aussi quand on voit, je me dis qu'il y a aussi une question sur l'effectivité ou plutôt l'efficacité des politiques publiques. Comment doit-on faire l'arbitrage budgétaire? Est-ce qu'on doit plutôt mettre l'accent sur la sécurité au sens militaire et versus la sécurité alimentaire? C'est-à-dire, voilà, doit-on lutter contre l'insécurité au sens large comme le terrorisme? Ou plutôt devrions-nous, dans nos politiques publiques, orienter nos ressources budgétaires dans l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire? Ça, c'était le premier point. En second lieu, je voudrais évoquer le concept de, comment dire, la conservation en elle-même. Et je fais le lien avec la séance précédente qui montrait comment dire, l'utilité des chaînes de valeur agricoles. C'est-à-dire, des fois, oui, nous avons nos paysans, nos parents dans les zones reculées qui arrivent quand même à faire, comment dire, à produire en quantité. Mais cette récolte n'est pas conservée convenablement, ou plutôt elle ne suit pas les règles de l'art en matière de conservation. Du coup, on risque même de perdre deux fois 2/3 de notre production agricole. Soit la récolte va tout simplement pourrir, des fois elle se fait attaquer par les insectes, et des fois le manque d'infrastructures aussi routières fait défaut. Enfin, le troisième point, il s'agit surtout de notre hygiène alimentaire, je devrais dire, ou plutôt nos comportements tendancieux aussi à aimer la sucrerie, les boissons gazeuses, entre autres. On croit que ce sont des aliments riches, mais je ne pense pas. Il faudrait tordre le cou à cette idée. Et ce qui est tout à fait aussi paradoxal, c'est que vous l'aviez déjà évoqué, hein, je pense que je remets juste le couteau dans la plaie. Dans nos pays africains, et là, j'ai fait référence surtout à l'Afrique subsaharienne, là, plutôt l'Afrique de l'Ouest, le fait d'être obèse est perçu comme un signe de prospérité et de richesse. C'est bizarre. Et comment dire, et des fois aussi, par exemple, il y a il y a le concept de malbouffe. Pour ne pas citer KFC ou plutôt McDo, dans certaines zones géographiques. Là, je fais référence, par exemple, dans certains pays maghrébins ou même dans le Moyen-Orient. Je ne citerai pas le nom des Émirats arabes unis. On a une population assez friande aussi des produits hyper transformés issus de la restauration rapide. On pense être dans la sécurité alimentaire, mais je ne pense pas. Là, c'est plutôt une désorganisation. Peut-être je vais m'arrêter là et voilà. Je suis sûr qu'il y a d'autres aussi qui vont réagir à ces propos. Et j'espère n'avoir offensé personne. Merci, M. Simon. Merci beaucoup. Vraiment un apport très, très riche. Sérieusement, j'ai vraiment apprécié les différents points. Et voilà. N'oubliez pas, normalement, c'est prévu dans le programme qu'on ait beaucoup de temps de discussion. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis aussi, comme Maman Nassirou, qui a donné vraiment des points très délicats. Et puis, le truc est que moi aussi, quand j'étais jeune, et que si on me demandait, j'allais dire que je veux vraiment avoir un gros ventre par la suite. Parce que toutes les personnes riches qu'on voyait au pays, là, ils avaient le gros ventre. Vous voyez, c'est ça montre l'ignorance, en fait. Parce que si je n'avais pas appris à ce niveau, je n'allais pas comprendre que j'étais dans l'erreur. Et qu'il y a plusieurs personnes qui pensent comme ça aujourd'hui. Ça montre après même qu'on ne fait pas attention toujours à tout ce qui est sécurité alimentaire. Et c'est un aspect qui trouve aussi la sensibilisation, mais la formation, le taux d'alphabétisation. C'est vraiment, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui a multiparamètres et assez complexe aussi. Vraiment, Nassiri, ton intervention était très, très riche et vraiment, je trouve que tu as énuméré beaucoup de points essentiels qui doivent être pris en compte. Il y a d'autres ajouts. Et est-ce que Yandar Yale est satisfaite aussi de sa réponse ou bien elle veut ajouter quelque chose? Ne soyez pas timide. Vous avez forcément des avis donnés. Je réfléchis.
D'accord. Moi, j'ai laissé quelques propositions dans le chat. D'accord. Très bien. Je vais essayer de parcourir. Ah, il y a des propositions dans le chat que je n'avais pas vues. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, pour les questions, on peut tous les discuter. Bon, quelqu'un dit, selon moi, il faut rendre accessibles les aliments de base, les fortifier, par exemple, avec le fer, 4 du Maroc dans la farine, ou iode, sel au Maroc. Exactement. Subventionner les agriculteurs, les former, encourager les coopératives agricoles, cesser les conflits, option de la paix. C'est ce que Komna Baba a mentionné dans le chat. Donc, sensibiliser la population sur la nutrition, les former en matière de la nutrition, créer les filières dans les universités, les cantines scolaires, comme dans les internats au Maroc. Très Je intéressant. voulais dire internat, quoi. Ok, oui, j'ai compris. Oui, Amadou, en tout cas, c'est un point intéressant. C'est pas que j'aurais voulu que tu le dises de vive voix, mais les éléments sont là, au fait. Et au jeu sur la sensibilisation. Au fait, évidemment, il y a vraiment beaucoup de politiques. Dans les pays aussi, il y a des études qui doivent être menées. Ce que tu as mentionné là, c'est important. Je vais donner la parole à Amadou après avoir commenté ce qu'il a dit. Les politiques doivent être menées parfois pour étudier, au fait, les cas de carences parfois et essayer de fortifier certains aliments avec ces vitamines ou ces nutriments en particulier. Ça peut être aussi d'autres types de nutriments, à part les vitamines. Oui, et Ahmadou, Bonsoir, Madame Michel. bonsoir. Je pense que les formations concernant l'agriculture ou bien l'industrie agroalimentaire ne sont pas trop développées ici en Afrique. Les formations ne sont pas valorisées en quelque sorte. Bon, on ne pousse pas des jeunes à devenir des agronomes. Voilà, on valorise d'autres formations qui ne nécessitent pas vraiment l'alimentation de la population. C'est ça. Oui, merci. Ce que tu as dit, c'est vrai. Je pense même que c'est la façon de voir même l'agriculture qui est grave. Parce que chez nous, parfois, les gens, puisqu'on connaît, d'ailleurs, c'est quelque chose à mentionner, puisqu'on connaît au fait les gens qui font l'agriculture dans le milieu rural et qui ne s'en sortent pas. Donc, en prenant l'exemple sur ces agriculteurs du milieu rural, personne n'est plus intéressé, évidemment, à faire l'agriculture. Et puis, on pense que voilà, faire l'agriculture, c'est vivre pauvre en vrai. Donc, ça part toujours dans le sens des sensibilisations, mais de montrer aux gens qu'on peut faire l'agriculture différemment et en formant des gens, en fait, qui montrent l'exemple, qui font l'agriculture aussi en grande quantité parce que, il faut le dire, les gens qui font l'agriculture dans les zones rurales sont les gens qui font l'agriculture juste pour subvenir à leurs besoins. C'est pas suffisant pour le pays et c'est pas suffisant, en fait, pour gérer la sécurité alimentaire, en fait, dans un pays, le manque à gagner parce que leur production est vraiment limitée. Et il faut même faire encore des efforts pour qu'ils arrivent à produire et que ce soit suffisant pour eux parce que quelque chose que je n'ai pas montré dans les statistiques, c'est que l'insécurité est plus élevée dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Et aussi, quand on est entre les deux, en marchant vers les zones urbaines, c'est aussi l'insécurité est plus élevée là-bas aussi que dans les zones urbaines. Mais la zone rurale est la plus concernée. Pourtant, c'est la zone où il y a le plus d'agriculture. C'est une situation plutôt intéressante. Donc, on doit former les gens pour cultiver différemment. Et oui, est-ce qu'il y a d'autres ajouts? Oui, Amadou, oui, c'est la parole toujours. Monsieur, je pense aussi à la sensibilisation de la population. Parfois, quand on regarde le produit d'ici, les celles du Maroc, c'est trop différent en fait. Côté composition, parfois même les additifs interdits ici sont utilisés par les industriels ici, parce que la population ne connaît rien sur ces choses-là.
exactement, c'est vrai. Et je pense que c'est plutôt aussi même l'hygiène, même aussi, et les gens ne sont pas du tout formés. Et c'est vraiment une campagne qui mérite d'être faite. Je pense que la fois passée aussi, on avait eu à parler de campagne de sensibilisation, je crois. Vous voyez, la population a besoin d'être toujours formée, d'être informée de la bonne façon. En fait. Pas toujours, je vais peut-être critiquer, pas toujours venir dire que oui, tout va bien dans le pays. Voilà. Mais parfois dire à la population, vous devez être conscient de ça, de ça, de ça. Les gens n'ont pas toujours Je besoin pense, de je loger pense ça. aussi, Michel, il y a pas assez de concurrence ici entre les industries. Parfois, tu vas voir seulement qu'il y a, dans tout le pays, il n'y a que 2 industries qui produisent du lait, ou bien il n'y a que 2 industries qui font du jus. Comme ça, ils n'ont pas de concurrents, donc ils ne vont même pas essayer d'améliorer les produits, ou bien même de faire des ISO, des normes, ou bien d'impliquer des nouveaux normes et quelque chose du genre. Oui, exactement. Il y a quelque chose, c'est ce que tu dis là, c'est important. Il y a quelque chose que Maman Nassirou avait dit quand il avait dit que les chaînes de valeur, ça sert à ça. À vrai dire, dans la résolution de ce problème, les chaînes de valeur sont pour une grande partie une solution. Et d'ailleurs, on doit, à ce niveau, valoriser les chaînes de valeur locales. Donc, ils doivent être aussi développés pour pouvoir résoudre le problème. Et donc, vraiment, le cours est bien conçu, en tout cas, pour que on comprenne que les éléments sont liés les uns aux autres. L'aspect sécurité sanitaire, les chaînes de valeur et la sécurité alimentaire, elle englobe tout et c'est un concert aussi. Donc, il faut aussi qu'il y ait d'autres entreprises en fait, qui permettront en fait, la concurrence, le fait de toujours se dépasser soi-même et avancer. Oui, Prosper Akbala. D'accord, merci. Pour moi, je voulais faire un ajout par rapport à l'action ou l'implication de nos gouvernements. C'est-à-dire que il est certes vrai qu'on ne produit pas assez, mais le peu qu'on produit n'est pas utilisé à bon escient. C'est-à-dire qu'il y a plus de pertes dans la production que nous n'en consommons. Je reviens par exemple sur l'exemple du Togo. Il y a une région du Togo qui produit énormément d'avocats. Mais malheureusement, pendant la période des récoltes, il y en a tellement assez et on n'en sait pas quoi faire. Donc ça pourrit. Donc il n'y a pas de moyens ou bien il n'y a pas d'idée de projet ou d'entreprise pour valoriser ces produits quand la saison des récoltes arrive. Et ça en va de même pour la majorité des produits, la mangue, la tomate et ainsi de suite. Donc je pense que le gouvernement ou bien, bon, pas que eux, mais les structures privées ou entrepreneurs devaient essayer aussi d'une manière ou d'une autre des conservations, bon, je sais pas, tout comme ça. Ou même toi-même peut-être. Wallo. En tout cas, c'est un point intéressant. C'est exactement ça. Et le fait qu'il y a aussi ces pertes, d'ailleurs, la perte alimentaire, c'est vraiment quelque chose de norme dans le monde. Peut-être que la perte alimentaire, à part la Chine et peut-être les États-Unis qui polluent dans le monde, plus que tout le monde en matière à cause de leurs industries. Les aliments qui sont détruits et la perte alimentaire, les dégâts que ça entraîne sur l'environnement, c'est au-dessus au fait de tout autre pays. Quoi. Si on considère la perte alimentaire comme un pays à tiers, il serait troisième en fait dans l'effet négatif sur l'environnement. Et chez nous, bon, parfois dans les autres pays, c'est l'aliment tout fait qui est jeté. Mais chez nous, c'est vraiment l'aliment qui est fait, on ne sait pas déjà comment le conserver, qui se perd juste post-récolte. Et c'est un problème adéquat. Et puis, j'aime bien ce point que tu viens de souligner parce que ça vient souligner ce que j'essaie de dire tout de suite, qu'on devait essayer d'augmenter ou d'optimiser en fait les chaînes de valeur, de les développer, les chaînes de valeur locales. Tu vois, si on arrive à valoriser les différents produits qui gâtent, en fait, parce que ça sera une perte de coût. Non seulement on produira de la valeur ajoutée pour l'État, on produira des emplois. En fait, vous voyez, quand les gens auront du travail dans le truc, ça va faire que non seulement on a produit de l'alimentation, même qu'on pourrait aussi vraiment, il y aura des gens qui pourront acheter parce qu'il y a d'autres personnes qui auront du travail. C'est vraiment un point intéressant que tu viens d'ajouter là.
Soyez réactifs. Surtout que vos interventions sont très pertinentes. C'est bon, vous n'avez pas d'autres suggestions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais repartager et puis on va voir un peu les recommandations de l'OMS. Et d'accord, Yandar. Je voulais parler de... On sait qu'il y a l'inégale répartition des ressources et tout. Et si c'était bien que les différents pays aient cette... Comment je vais appeler ça? Des échanges interpays. Ouais. Peut-être que voilà, dans les zones où il n'y a pas karma ou très, très insuffisant, voilà, ça pourrait aider. Très bien. En fait, dans l'aspect disponibilité aussi des éléments, évidemment, il y a ce côté parfois aussi, ce n'est pas que de la production locale, il y a aussi ce côté, il faut que ce soit disponible, il faut qu'on importe certains aliments. C'est important. Bien évidemment, je trouve quand même qu'un truc solide devrait se baser aussi sur des produits locaux. Oui, Prosper. Oui, c'était pour appuyer un peu ce que mademoiselle Yanda vient de dire. Effectivement, il y a de ce problème. L'exemple le plus pratique, c'est que il y a certains pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, je crois le Mali produit assez de comment ça s'appelle ça, de la viande. Mais il y a encore des pays qui importent plutôt la viande de l'Espagne ou bien du Brésil pour venir en Afrique. Mais le Mali, à son tour, exporte de la viande peut-être ailleurs. Bon, il n'y a pas les échanges entre les communautés et bon, ça revient plus cher et inaccessible pour la population. C'est très intéressant. Ça montre que, au fait, ce que tu viens de mentionner, ça peut, tu vois, désolé de revenir toujours sur la chaîne de valeur, ça peut revenir sur ça. Comment faire au fait, pour convaincre les agriculteurs maliens de vendre leurs produits, je ne sais pas, juste à nos voisins de Côte d'Ivoire. Il faut que les contextes politiques s'y prêtent. Et après, il faut que la vente soit facile et que les gens qui vont vendre leurs produits se sentent gagnants dans l'affaire. Voilà, vous voyez, parce que finalement, dans tout ce qui se passe, la fibre économique, qui est le métronome, et après on ajoute tous les autres points qui sont parfois indispensables, qui sont là pour soutenir l'affaire. Mais du moment où on perd la fibre économique, tout le reste ne tient plus, même si c'est assez solide, parce que les autres choses sont là pour fonctionner au max, et que les gens essaient d'optimiser leur vie. Et c'est important, en fait, ce que tu dis. Et il faut orienter les politiques dans ce sens. Et parfois, vendre des trucs chers. L'aliment doit rester accessible. Du coup, si on produit plus, en fait, ça influence la politique. Sur l'aspect, j'ai envie de dire, c'est une réalité, mais qui ne devrait pas être aussi. Parce qu'on devrait d'abord, l'État pouvait orienter la politique de sorte que ce soit plus rentable, en fait, de vendre juste la viande en Côte d'Ivoire à côté que de l'exporter ailleurs. Et la Côte d'Ivoire aussi aurait pu faciliter l'accès de la viande du Mali sur son territoire, de sa côté, que d'aller, je crois, mais tout dépend aussi des relations entre pays, c'est un contexte compliqué. En bref, la notion de la sécurité alimentaire ne peut pas être abordée, au fait, en disant que voilà, on n'est pas là pour parler de politique. Non, quand tu abordes la question, il faut voir ici les politiques de gestion. Les politiques, ce n'est pas les personnes qui gèrent, mais les politiques, les méthodes, l'art, la manière qui est prise, au fait, pour faire les choses. Ça fait partie, au fait, de la chose, ça fait partie des conditions. Et si j'essaie de faire un récapitulatif de tout ce qui a été dit, il y a aussi l'autre qui avait parlé c'est Maman Nassirou, qui a parlé aussi des financements, que l'État doit financer, au fait, les agriculteurs. C'est un point très intéressant. Il doit y avoir des financements.
Et en plus des financements, que ce soit des financements, parfois on a des financements internationaux aussi, des aides au développement. Parce que je rigole parce que je connais un camarade, une connaissance qui a fait son master sur l'aide au développement. Donc, pour lui, l'aide au développement n'était pas trop l'aide au développement. Et ça nous en compte. Mais voilà, ça fait partie quand même aussi, ça peut aider. Évidemment, parfois, à résoudre le problème de la faim, mais pas dans le sens de nous apporter de la nourriture, mais un financement dans le sens de développer de l'agriculture, développer des chaînes de valeur, développer des choses. Et de l'autre côté, aussi, il devait y avoir aussi des financements, des subventions de l'État, comme j'ai dit, pour faciliter en fait, la situation dans la zone. Après cela, il y a le côté de, aussi même les sociétés privées, aussi que l'État facilite certaines interactions, parfois certaines sociétés privées, si l'impact permettra en fait une réduction notable de l'insécurité alimentaire. Parce que c'est quand même désagréable, et surtout les cas graves, que les gens n'aient même pas de quoi manger. C'est une situation compliquée. Et c'est pourtant une réalité. En Afrique, mais aussi dans le monde, hein, parce que nous, nos problèmes sont nos problèmes. On en manque. Parfois, chez d'autres, on en consomme trop. Mais on a les deux problèmes. On en manque et on en consomme trop. Et c'est toujours le cas. Donc, arriver à trouver l'équilibre n'est pas une chose facile, même dans sa propre vie à soi, qui est sur l'échelle d'un pays, du monde. Donc, ça reste des choses à étudier, à voir. Mais je vais partager un peu, hein. Vous avez déjà abordé les différents points que j'avais prévu d'aborder sur la question. Mais je vais juste partager quand même. À peu près, hein, bon, je propose un plan assez compliqué du point de vue a priori, mais qui ne l'est pas arrêté. Voilà. Quand on voit. Mais ici, ils disent que l'objectif final du plan, c'est avoir en fait, un état nutritionnel adéquat qui fonctionne, équilibré, où voilà, le consommateur a accès au fait, il a accès à la nourriture, c'est disponible, il peut l'acheter et il l'utilise aussi à bon escient et il peut l'avoir à tout moment. C'est d'une façon, une schématisation de ce quoi, en bref, la sécurité alimentaire en matière de pratiques et d'hygiène, donc pour être en bonne santé. Parfois même, on dit en fait, dans l'affaire de sécurité alimentaire, parfois d'autres élargis, ils ajoutent même les centres de santé qui doivent soigner en cas de problème. Donc, c'est une définition assez élargie, mais ça fait partie. Et d'autre part ici, en fait, il revient au niveau de la définition élargie. Donc, il y a les principaux facteurs, les conflits au niveau du pays, les ralentissements dus au fait, bon, revenons en fait d'abord au changement climatique, qui sont les différents facteurs qui affectent, en fait, qui augmentent ou même influencent de façon, j'ai envie de dire de façon positive l'insécurité alimentaire. Mais comment dire? C'est quelque chose de négatif, mais lui, il influence positivement. Donc, il fait augmenter l'insécurité alimentaire. Donc, comme Yandar a posé la question, quand il y a la pollution, quand il n'y a pas assez de pluie, quand il y a des problèmes de sécheresse, tout cela peut faire augmenter l'insécurité alimentaire. Et le fait qu'elle a mentionné qu'actuellement, on note cette pollution dans le monde, et ça fait partie des facteurs. Et après, il y a le ralentissement voilà, de l'économie quand il y a les inflations et beaucoup d'autres problèmes. C'est interconnecté. Tous ces problèmes qui sont là doivent être résolus au fait, au niveau national. Et voilà, essayer de développer la résilience envers le climat plutôt, faire progresser le lien entre l'action humanitaire, le développement et la paix. Donc, l'action humanitaire, parce que les gens qui n'ont rien maintenant, on ne va pas les laisser, il faut résoudre le problème. Et après, il y a aussi le développement, il faut essayer d'évoluer pour sortir de la situation et la paix dans les cas de conflits qui causent des problèmes. Renforcer toujours la résilience économique et voilà, au cas où il y a des inflations et de l'inflation, du chômage, essayer de trouver une solution à ça.
réduire le coût des aliments nutritifs tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et instaurer des environnements d'alimentaire sains. Au niveau des entreprises, ça doit être bien traité pour éviter toute contamination, pour que l'aliment ne pose pas au fait d'intoxication et d'autres types de problèmes. Voilà. Et l'aspect que l'autre, je pense que c'est le moment mentionné, les financements sont aussi importants. C'est l'une des bases. D'ailleurs, le document parle de comment financer efficacement. Et on doit aussi bien distribuer le financement, non seulement pour les personnes qui sont dans les milieux ruraux, mais aussi dans les milieux urbains. Je vais dire milieu urbain pour ceux qui produisent de façon intensive. Ça doit être un peu bien équilibré et permettre même à ceux qui sont dans les milieux ruraux d'avoir accès à des petits crédits pour pouvoir cultiver efficacement, les former sur tout ce que vous avez mentionné. Même s'ils sont là, ils produisent pour eux, on doit les former pour qu'ils aillent aussi à produire. C'est beaucoup de méthodes en fait, qui peuvent être entreprises pour permettre en fait, pour essayer de réduire au maximum en fait, cette insécurité alimentaire. Et de notre part aussi, maintenant qu'on est conscient, on peut faire attention à toutes les boissons sucrées qu'on boit toujours à volonté, à tout ce qu'on mange, si on a l'occasion de manger équilibré, manger sain, et déjà de l'autre niveau. Et voilà, par la suite, on peut espérer qu'avec la situation, les politiques de l'ONU, ses objectifs du siècle hein, qui visent à éliminer la faim et la pauvreté, que ça puisse bien voilà, aboutir. On va espérer aussi faire de notre nécessaire pour aller dans ce sens. Après, la question, c'est toujours comment, en fait, se développer de façon permanente, toujours se développer, se multiplier dans un environnement qui est limité. C'est peut-être une question de réflexion. C'est même aussi la question des chaînes de valeur. On parle de développement durable dans les chaînes de valeur. Pourtant, l'environnement peut être limité. Puis, donc, il faut toujours s'assurer de renouveler l'environnement qui soit un bon état, mais en continuant de s'améliorer toujours. Ça s'appelle l'amélioration continue. Donc, je vous remercie déjà pour votre patience, des 4 séances qu'on a eu à passer ensemble, de tous les temps qu'on a eu. C'était très intéressant, les discussions, les questions. Et si vous avez toujours d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre avis. Merci beaucoup. Et voilà, vous avez la parole s'il y a des questions ou des remarques. En tout cas, c'était un plaisir. Mine de rien, je trouve qu'on va se séparer, c'est un peu touchant. En tout cas, merci pour vos retours aussi positifs. C'était encourageant. Chef, Ouais. vous avez dit au début que vous êtes à la FST Marrakech, c'est ça? Oui, exactement. Ah, d'accord. Là, on aura tout le temps. Alors. Merci. En tout cas, je suis à la FST. Ouais. D'accord. Merci beaucoup pour les cours. Je vous en prie. C'était vraiment un réel plaisir. Et merci pour votre participation et pour votre patience jusqu'à la fin. Et on se dit d'autres occasions, on reste dans le groupe pour les échanges et les contacts. Merci.